Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. C'est un pays de pierres et d'eau, de profondes vallées, de cimes perchées, de lacs comme suspendus. Une région en pente, rarement douce, où la dureté du climat et des éléments ont exigé depuis toujours que les hommes s'adaptent. Dans ce pays de pics, par-delà les nuages, objectif de notre voyage, le Mont Blanc, le sommet de l'Europe, situé à 4809 mètres. Toujours heureux d'arriver ici, parce que c'est le sommet, parce que c'est le plus haut, et c'est l'un des plus beaux. Qui n'a pas rêvé d'atteindre le plus mythique des sommets? Coiffant de toute sa hauteur une région riche d'histoire, partir à son ascension, c'est également découvrir la vallée de la Haute-Maurienne et son passé mouvementé. Pour protéger ses frontières, les Italiens ont construit donc le fort de Ronce, le fort de Varicelle, ont fait une sorte de barrière. Mais aussi le fameux parc des Écrins, une réserve de biodiversité exceptionnelle où rares sont ceux qui ont le privilège d'y vivre au quotidien. Moi, j'ai envie de dire qu'on choisit de venir habiter là, donc on sait qu'il y a des contraintes. Et pour moi, c'est aussi vraiment des avantages parce que ça nous préserve. Pas à pas, prenons de la hauteur en direction du toit des Alpes. C'est en Haute-Maurienne que notre voyage débute. Au fond de la vallée, la ville de Modane, carrefour de tous les échanges. Et tout au loin, à 2764 mètres d'altitude, le col de l'Iseran. Connue pour ses hameaux de maisons en pierre et toitures en lauze, la Haute-Maurienne abrite aussi le premier parc national français, la Vanoise, créé en 1963. Armelle Filleul est native de Haute-Maurienne. Restauratrice de peintures murales et guide conférencière, c'est une amoureuse éperdue de sa région. J'essaye, dans ces deux métiers très particuliers, de transmettre un savoir-faire, de transmettre des connaissances, et puis aussi de vous amener à la découverte de personnages très typiques de la région, au col du Mont-Cenis, à Bessan et à Modane. Et j'aurai vraiment plaisir à vous faire découvrir ces personnes et surtout ces magnifiques paysages qui les accompagnent. Pour mieux comprendre cette terre où transhumance, échanges et conflits ont toujours été de rigueur, c'est au plateau du Mont-Cenis qu'Armelle va tout d'abord nous entraîner. L'axe est stratégique, à plus d'un titre. C'est une frontière naturelle entre la France et l'Italie. En 1802, Napoléon y fit construire une route. Un chantier colossal qui employa, dans des conditions effroyables, près de 3000 hommes. Elle y retrouve François Filleul, accompagnateur en montagne et moniteur de ski, passionné par l'histoire militaire de ces montagnes. Bonjour François. Salut Armelle. Comment vas-tu? Ça va. Ça va, ça va. Tu es dans un site exceptionnel avec un superbe temps aujourd'hui. Où m'emmènes-tu? En fait, je t'ai donné rendez-vous sur le plateau du Mont-Cenis pour te faire découvrir un tout petit peu ce plateau et les différentes fortifications italiennes.
Et donc, je te propose de monter en direction du fort de Ronces et puis t'expliquer un tout petit peu cet historique qui est très marqué sur le col du Mont-Cenis. D'accord. Voilà. Donc, On est je parti te suis avec plaisir. Allez. Sur le chemin qui serpente jusqu'au fort, on trouve les vestiges de différents conflits. Plusieurs époques, mais un même objectif. Et plus on monte, plus on recule dans le temps et dans l'histoire. Alors, tu vois, là, on arrive à côté des premiers blocos qui sont situés juste en aval du fort. C'est des blocos, en fait, qui ont été construits dans les années 30, avec la montée du fascisme. Les relations entre la France et l'Italie, elles se sont un petit peu durcies. Côté français, on a la ligne Maginot. Donc, on parle souvent de la ligne Maginot dans l'est de la France, mais on l'a aussi dans les Alpes. Côté français, on avait construit simplement 6 blocos. Et côté italien, c'est 170 blocos qui ont été construits. Donc c'est vraiment des ouvrages assez importants. Donc quand tu dis côté italien, donc la frontière, elle se situait à peu près... Tout simplement, avant, la frontière était au col du Mont-Cenis. Et après la Deuxième Guerre mondiale, l'Italie était ruinée, ne pouvait pas payer les dettes de guerre. Et donc on a récupéré en fait tout l'espace du plateau du Mont-Cenis. Les blocos furent creusés dans des fissures ou même directement dans la roche. Ils étaient reliés entre eux par des tunnels souterrains de plusieurs centaines de mètres. Avant la Seconde Guerre mondiale, 5000 hommes vivaient sur le plateau, été comme hiver. T'es prié de ne pas faire des grandes enjambées, François, parce que moi, tu vas m'essouffler. Arrivé là-haut, je ne vais plus pouvoir parler. Véritable poste de guet, cet imposant édifice est situé à près d'1 heure de marche et offre un panorama exceptionnel, dominant toute la vallée. Avant 1860, la Savoie était un État. Et cet État s'est divisé en deux. Une partie est devenue italienne, une partie est devenue française. Donc on a créé des frontières. Et pour protéger ces frontières, les Italiens ont construit donc le fort de Ronces, le fort de Varicelle. On fait une sorte de barrière. C'est là où ils ont créé, en 1870, le corps des chasseurs alpins italiens, qu'on appelle les Alpini. Et il a fallu attendre 1889, côté français, pour créer le corps des chasseurs alpins. Donc on arrive devant la grande porte. Ouais. Et voilà. Voilà, tu vois, Armel, on est dans le fort de Ronces. Alors, ce fort, il a été construit en 1877 à 1880. On a mis simplement 3 ans à le construire et c'est des forts qui permettaient de protéger la frontière italienne. 3 ans pour le construire, ce fort, c'est Oui. quand même extraordinaire parce que c'est une structure importante. C'est des grosses structures, ouais, mais à l'époque, la main-d'œuvre ouvrière, on en trouvait facilement. D'accord. Et là, on a un toit avec... la partie du toit et il y a de Végétalisé, l'herbe ouais. végétalisée. C'est une sorte de camouflage, avec les toits en lauze, les charpentes en mélèze, comme on retrouvait ça dans les villages de Haute-Maurienne. Même côté italien, si on va dans les petits villages de Montseniz, on retrouve cette architecture au niveau des toits. On va voir l'intérieur ? Eh bien allez, c'est parti. Le fort accueillait alors jusqu'à 80 fantassins Et voilà. et il était équipé de 6 canons. Donc tu vois, là on est sur le pas de tir des canons qui sont tournés en direction de la route du col du Mont-Cenis. On voit bien la route du col du Mont-Cenis, le défilé du col, qui plonge en direction du lac. Donc c'est vraiment dans l'axe pour tirer, c'est beaucoup plus facile. D'accord. Merci François pour cette visite, c'était super. Je connaissais le fort, mais avec toi, cette visite était vraiment sympathique. Avec plaisir à refaire. La Haute-Maurienne est imprégnée des échanges et des rivalités entre la France et l'Italie. Un passé souvent tortueux, mais qui a aussi donné naissance à de vraies réjouissances. Comme le fameux pain de Modane. Fabien Noguera, boulanger.
boulanger-pâtissier en perpétue la tradition. Avec Armelle, ils vont revisiter la recette de ce dessert gourmand. Comment tu as appris à faire cette recette? Eh bien, quand j'étais employé ici en 1986, ça a été inventé après le percement du tunnel ferroviaire, D'accord. qui a commencé en 1857 et fini en 1871. Et comme il y a un bon millier de personnes qui semblent travailler, principalement italiennes, et j'ai entendu dire qu'il y avait aussi un peu des Suisses, eh bien après le percement, il y a une grande fête de village qui était organisée. Et on pense qu'on a demandé au boulanger modanais de l'époque de fabriquer un gâteau qui ressemble à un gâteau italien pour honorer le travail de nos amis italiens, quoi. D'accord. Là, tu vas les garnir. Qu'est-ce que Voilà, tu on fais? va mettre la préparation, la farce que j'ai faite. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette farce? Alors, peut-être que tu ne vas pas tout nous dire, parce que c'est un peu Il y a secret. principalement du melon, melon confit, de l'écorce d'orange et encore quelques ingrédients que je vais garder secrets. D'accord. À l'époque, le vrai pain de Modane original est fait avec du fruit cube tricolore. J'ai entendu dire qu'ils mettaient de la crème pâtissière et du sucre grain sur le dessus. Par contre, le pain de Modane que je fais ici, c'est le pain de Modane de Monsieur Bouvet. Monsieur Bouvet, il a acheté cette boulangerie en 1914. Moi, je l'ai racheté en 89 et lui, il l'a en quelque sorte revisité. Et dans la recette de Monsieur Bouvet, la crème pâtissière est remplacée par la crème d'amande. Ça a Voilà. l'air bien gourmand quand même, Ah cette Ah, recette. c'est un peu sucré, j'avoue. On Donc, replie sur lui-même. Sur Hop, les côtés. on tapote légèrement. Voilà, on fait un joli petit pain de Modane. Hop, voilà. Pour finaliser le pain de Modane, Armelle ajoute ensuite des amandes hachées. Et allez, on passe au four. Riche mais délicieux. C'est le moment pour Armelle de déguster. Voilà, tu vois. Donc on a la brioche, on a les fruits confits, on voit la crème d'amande au milieu. D'accord. Et maintenant, on mange. Ah, il faut, hein. C'est très moelleux. Après un bon repas au café ou avec le thé, ça doit être très très bon. Mais Super. oui, on sent bien l'orange, le melon. Vraiment, c'est très bon. Consistant et énergisant, ce moment de plaisir va permettre à Armelle de rejoindre le lendemain matin, de très bonne heure, Sébastien. Sébastien Brégéron est technicien-chef du secteur Haute-Maurienne du parc de la Vanoise. Il a donné rendez-vous à Armelle au vallon de l'Orgère pour lui ouvrir la voie dans ce parc national exceptionnel, le premier de France, créé en 1963. Les visiteurs du monde entier viennent ici chaque année avec l'espoir d'observer un animal rare et convoité, le bouquetin. Donc là, tu vois, on va rentrer dans le cœur du parc. D'accord. Là, on l'a longé jusqu'à présent, avec les petits marquages bleu, blanc, rouge. Et là, ces poteaux signalent qu'on rentre dans l'espace protégé et notamment indiquent toutes les règles qui sont à suivre pour continuer notre chemin dans le cœur du parc. Et comme c'était à l'origine pour sauvegarder le bouquetin et on va dire le patrimoine culturel du coin, le but c'était de préserver cette zone pour faire que ce milieu, cet espace reste exceptionnel pour que, encore dans des générations, on puisse en profiter. Et ce site-là, à l'origine, c'était vraiment parce que le bouquetin était ici, que c'est cette zone dans la Vanoise qui a été choisie. Pourquoi le massif de la Vanoise? Au début des années 1900, le bouquetin avait été quasiment décimé. Il en restait une centaine peut-être dans les Alpes et quelques dizaines encore en Vanoise. Et c'est vraiment sur ces sommets-là de la Vanoise que sont restés les derniers bouquetins français. On parle d'une trentaine, Oui, d'une je vais te cinquantaine. demander le nombre de bouquetins qui restaient. Mais C'était ça, quoi. Je vois un animal sur la crête là-bas. Et nos bouquetins sont au rendez-vous. Il y a 2 bouquetins sur la crête là-haut. Après presque 60 ans d'existence, le parc est un lieu où les bouquetins ont trouvé le parfait espace pour prospérer. Là, ouais, on les voit, regarde, ils sont toujours en crête. Et tu vois, on a l'impression qu'ils sont vulnérables parce qu'ils sont visibles. Pas du tout. Ils nous voient arriver là.
Grâce au travail des agents du parc, la population des bouquetins est en forte augmentation. D'une trentaine lors de sa création, 2000 à 2500 individus ont pu être recensés ces dernières années. Oh là. Alors là on doit être plus dans le grand mâle. Alors c'est un jeune mâle qui a 5 ans. On voit, regarde des cornes À déjà. 5 ans. À peu près, C'est 4-5 ans. d'accord. Regarde la taille des cornes, là, c'est 4-5 ans. D'accord. Ah oui, il est beau. Alors ce qui est marrant, c'est que à l'automne, on voit bien les grands mâles s'affronter pour conquérir les femelles. Donc ces animaux de 100 kilos qui se lèvent et qui se tapent les cornes, c'est assez impressionnant. Mais ce qui est marrant, c'est tout petit, ils ont les mêmes réflexes. Ils s'entraînent déjà. Là, ils s'entraînent, et des fois, pour un bout de caillou, eh ben, les deux petits, ils vont faire les mêmes joutes. faire les mêmes joutes. On a beau être habitué, c'est un spectacle qu'on se lasse jamais. Chamois, bouquetins, marmottes, des rencontres fugaces, Magnifique aigle. mais totalement magiques. Un moment suspendu, entouré par une faune que l'on peut observer dans des conditions idéales, sans même qu'il soit nécessaire d'être un randonneur aguerri. Et on arrive au sommet. Et voilà. Et tu vois, d'ici, on contemple vraiment le milieu de vie du bouquetin. C'est vraiment là où il vit, cette haute montagne. C'est son milieu, c'est la Vanoise. En redescendant dans la vallée et en suivant la rivière de l'Arc, c'est à une autre rencontre d'une toute autre nature que nous convie Armelle. Ici, à Bessan, village perché sur un plateau à 1700 mètres d'altitude, c'est le diable qui règne. Dès le début du XVIIe siècle, Bessan était connu pour ses maîtres sculpteurs, les clapiers. Alors, depuis ce temps, ils se succèdent. Et leurs sculptures ont souvent le même thème. Armelle, Salut Fabrice. Ça va? Ça va? T'es à l'atelier cet après-midi? Je suis en train de faire un diable. Ok. Fabrice Personnaz est le chapeauteur du village. Donc c'est ton atelier, Fabrice. D'accord. Alors tu vas me montrer un peu toutes les étapes parce que moi je suis bien curieuse. Je vois plusieurs choses là sur ton établi. tu De vois- quoi il s'agit? Moi, je suis en train de faire un diable avec le curé. D'accord. Il y a vraiment plusieurs étapes. D'abord, je coupe le pince en bro à l'ensu-villard avec la scierie Borotte. Eux, ils me le scient, tu vois, en plateau, comme ça. Mhm. De ce plateau, je vais dessiner ce que je veux faire. Donc, ça va me faire une ébauche. D'accord. Et puis après, il faut, tu vois, Retrouver en fait la forme principale dans les et branches. enlever tout ce qu'il y a. Et- La sculpture, c'est enlever de la matière. Et dis-moi pourquoi on sculpte des diables à Bessan? En 1857, il y a eu un sculpteur de Saints qui s'appelait Étienne Vincendet. Ce sculpteur était aussi sacristain et chantre de la paroisse. Et cette année-là, le curé était fâché parce que la mairie n'avait pas fait de travaux dans l'église. Mhm. Et du coup, le curé, pour se venger, et il a dit, le repas qu'il offrait chaque année aux chantres, Mhm. cette année-là, il leur a dit, je vous le fais, je Je vous le l'offre fais pas. D'accord. Le chantre, c'est-à-dire le chanteur du service religieux, était mécontent, très mécontent. Et comme il était aussi sculpteur, il a décidé de se venger. Et il a sculpté un diable en portant le curé sous son bras. Mhm. Et le soir, à la nuit tombée, il est allé poser la statue
sur la fenêtre du curé. Donc c'était Ah bah là, vraiment un c'était acte sacrilège, presque hein, c'était sacrilège, Charlie bien Hebdo sûr. avant l'heure. Hein, Et depuis cette époque, il y a toujours eu des sculpteurs de diables abaissants. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils sont tous différents les uns les autres, suivant les sculpteurs. Tu veux essayer de sculpter un peu, Armelle? Ah bah écoute, allez, Bah, je prends la chaise là. retrousse les manches Et puis, et on va essayer. Mais faut pas me proposer des outils dangereux, hein, parce que... on va prendre, tu vois, la plus petite gouge là, qui est là. D'accord. Tu vas bien Le serrer comme le ça. serrer, voilà. D'accord. Et puis tu vas me faire des poils là, tu vois, les poils du diable. D'accord. C'est Avec un peu ces ce que tu avais commencé à faire. Voilà, ce que en j'ai fait. un peu, tu D'accord. vois, dans ce genre-là. Là. D'accord. Après, la gauche, tu vois, moi, je la tiens avec Ouais, les deux mains, voilà. tu vois. D'accord. Je vais faire comme ça. D'accord, comme ça, tu peux la caler. Voilà, et puis pour, t'es plus pour précis, quoi. travailler, pour t'es plus précis, d'accord. Puis souvent, voilà, tu vois. D'accord. Ah oui, ça permet de guider le. Ça permet de guider, de l'outil. faire... voilà. Bah, c'est bien, tu m'as déjà fini ma statue presque. Encore un petit peu de travail. Gagnons maintenant le sud et une autre vallée, tout aussi verdoyante, mais dont les cimes s'envolent encore plus haut, nous rapprochant de notre objectif, le renommé Mont Blanc. Voici le massif des Écrins. Ces nombreux glaciers, recouvrant ses sommets, atteignent plus de 4000 mètres d'altitude. C'est Marie-Noël Peggy Folpin qui va nous y guider. Accompagnatrice en montagne et ethnobotaniste, elle voue une passion sans borne à cette région. Aussi loin que je peux me souvenir, j'ai toujours voulu vivre de la montagne et la faire vivre. Le parc des Écrins, c'est un lieu privilégié pour aller se perdre et se retrouver, découvrir des tas de fleurs. C'est intéressant de voir les plantes grandir, quoi. Ici, la nature est plus que souveraine. Marie-Noël a choisi de nous faire découvrir, pour commencer, un village quasiment oublié, le hameau de Dormiouz. Seul lieu habité, situé dans le cœur du parc des Écrins, il est perché à 1850 mètres, à 1 heure de marche de la route principale. Inaccessible en voiture, seuls les ânes permettent de le ravitailler. Idéalement placé sur l'adret, le versant ensoleillé de la montagne, protégé des avalanches par les crêtes du Clos et alimenté par un petit torrent, la Biesse. C'est un joyau perdu dans la montagne. Marie-Noël a rendez-vous avec une des rares habitantes, Sarah Sielsar, qui tient le gîte de l'école. Et bien là, voilà, enfranchez la porte. C'est ici, De cette belle chez école. moi, le gîte à l'école. Donc ce bâtiment qui fait aujourd'hui office de gîte, c'était donc l'école du village. Et moi, j'avais accueilli la première année, il y a 4 ans, un habitant du village qui m'avait dit qu'il avait fait sa classe ici jusqu'en 1943. Donc au premier étage, il y a une grande salle où maintenant il y a 2 petits dortoirs. Et c'était la salle de classe avec la cheminée. Donc l'institut, il avait sa petite chambre. Aujourd'hui, c'est la cuisine. Et on a une jolie salle voûtée où les gens y mangent tous ensemble autour de la grande table. Ben avant, c'était les tables. Voilà. Donc à l'intérieur, vraiment, on retrouve cette ambiance-là de ce lieu qui a vraiment pas changé. Dès qu'on ouvre la porte, ben, on y est, au 19e siècle. Sarah, avoir un gîte dans le parc, ça doit avoir beaucoup d'avantages, mais peut-être aussi quelques inconvénients. Moi, j'ai envie de dire qu'on choisit de venir habiter là. Donc, on sait qu'il y a des contraintes. Et pour moi, c'est aussi vraiment des avantages parce que ça nous préserve. Et je pense que déjà la protection de ce milieu naturel qui est vraiment exceptionnel fait que nous, on accepte ces contraintes-là. On ne voit pas ça comme une contrainte, mais c'est plutôt une extrême... oui. On est privilégié quoi, de vivre et travailler là. Dormiouz fut autrefois considéré comme un village, car il possédait son temple, son école, ses fours à pain et son moulin à eau. En 1834, le cadastre répertorie 80 habitations. Le temple, construit un siècle plus tôt,
à l'origine destiné au culte de la religion catholique, fut finalement dédié à la pratique du protestantisme. Ici, c'est le quartier le plus élevé du village de Dormiouz. Et les Romans, c'est aussi un des quartiers où il y a plus d'habitations. Alors j'ai envie de faire un petit tour par là, si tu veux bien. Je vais t'emmener dans un petit quartier qui se situe juste à l'arrière de la rue principale. À l'apogée du village au XIXe siècle, 300 personnes vivaient ici. En 1973, il n'était plus que 2. Si aujourd'hui, comme Sarah, quelques aventuriers ont décidé de s'y installer à nouveau, Dormiouz reste avant tout un témoignage grandeur nature du mode de vie et de l'architecture typique de la région. Alors là, on se rapproche d'un petit endroit que j'aime particulièrement, parce qu'il y a une très belle maison. Celle-ci, là. Ouais. Donc, une architecture propre aux maisons montagnardes. Donc. Tout en mélèze. Le rez-de-chaussée, donc, là où on va accueillir des bêtes qui vont passer tout l'hiver à l'intérieur. L'avantage, c'est que c'est la chaleur des animaux qui va monter. Dernier étage, le grenier. Et puis, un étage de vie juste au milieu. Ouais. Et quand il faisait trop froid, les gens dormaient avec les bêtes. En fait, il fallait vraiment se préparer pour l'hiver qui pourrait durer 6 mois bien bons ici. Une existence rude, dans des conditions climatiques difficiles. Pourtant, les traces de vie et d'activité humaine sont nombreuses et anciennes. C'est un village qui date du Moyen-Âge, mais déjà, on est sur un lieu où il y a la présence déjà au néolithique, il y a 18 000 ans. On a trouvé des traces de silex et même de peinture rupestre au-dessus du lac de Fonja. Il y a aussi des mines d'argent qui datent du Moyen-Âge, donc il y avait déjà de la circulation ici. Et c'est en grande partie à ces mines d'argent que la région doit sa subsistance. Une exploitation qui remonte à plus d'1 millénaire. Pour en savoir plus, Marie-Noëlle nous emmène dans ces fameuses mines. Et plus précisément la plus célèbre de toutes, celle du Fournel, dans la bien nommée commune de l'Argentière-la-Bessée. En fonctionnement jusqu'en 1908, cette mine millénaire est un site atypique ouvert au public. Bonjour. Bonjour, donc moi je suis Bruno, je suis l'archéologue du site là depuis 30 ans. Et je vais t'emmener visiter la mine, mais il faut mettre un casque. Équipée pour pénétrer dans les entrailles de la Terre, Marie-Noëlle va y découvrir un monde à part. En réalisant une plongée progressive dans les époques d'exploitation de ce lieu unique. Voilà, on entre dans la mine du Moyen-Âge, donc à peu près les années 1100. Tout ça a été creusé pour chercher le minerai d'argent. C'est une pierre très dure. Ah, ça, visiblement. cette roche, c'est de la quartzite, c'est une des roches les plus dures qui puissent exister au monde. Et donc, c'était la difficulté numéro 1 de l'exploitation ancienne, c'est vaincre la dureté de la roche. Et à cette époque-là, ils n'ont pas encore les explosifs. Donc, creuser ça avec des outils comme des sculpteurs, c'est pas possible, la roche est trop dure. Donc, la solution, c'était de faire du feu. La roche est tellement dure que le seul moyen à l'époque pour creuser, c'est de l'attendrir en la faisant chauffer. Appelée abattage par le feu, cette technique est utilisée dès l'époque préhistorique. La pierre, sous l'effet de la chaleur, se dilate et explose en petits éclats. Dans cette salle, on voit justement bien le résultat de la technique d'abattage par le feu. On a ces voûtes tout arrondies, la paroi est lisse. Et ça, c'est le résultat du choc thermique qui a été provoqué par les bûchers. Et des bûchers, on en a reconstitué dans cette petite niche-là. Il y en avait de plusieurs sortes. Selon la manière dont les mineurs veulent attaquer la roche, ils vont construire des bûchers avec des bûches adossées les unes sur les autres ou en forme de tours. Et on a fait des expériences dans cette mine en hiver. On a essayé de recreuser une galerie du Moyen-Âge. On a fait à peu près 250 feux. Ça nous a permis d'avancer de 2,50 m. C'est-à-dire à chaque feu, on n'avance que d'1 centimètre. Donc c'était une technique qui était très très lente.
mais c'était le seul moyen à l'époque d'arriver à vaincre la dureté de la roche. Mais faire des feux, c'est une chose, mais l'évacuation de l'air et des fumées... Eh bien, les fumées, ça c'était le gros problème de cette technique. Et ils ont creusé exprès des galeries pour l'évacuation des fumées. Ils les ont creusées dans des zones où la roche était plus facile à creuser parce qu'il y avait des fractures, des failles. Et ils ont mis en communication les chantiers où on faisait le feu avec l'extérieur. Et comme le feu dégage de la chaleur, l'air monte et donc toutes les fumées étaient évacuées vers l'extérieur. Alors, on va continuer la visite, il y a encore plein d'autres choses à voir. Pendant plusieurs siècles, c'est donc centimètre par centimètre que les mineurs vont progresser en suivant la veine aurifère au prix d'efforts surhumains. Il faudra attendre le 19e siècle pour que la révolution mécanique permette aux hommes de bénéficier de technologies nouvelles et révolutionnaires dans l'extraction des minerais. On en a parcouru des galeries. Ah bah, on a exploré à peu près 10 km de travaux souterrains. Là, on est au cœur de la mine du 19e siècle. On appelle ça la salle des machines. Et donc, tout ce que tu vois là, c'est le dispositif de pompage. Donc, tu as cette grande tige qui faisait un grand mouvement de va-et-vient, un peu comme ça, environ une dizaine de coups par minute. Et elle était actionnée là-haut dans la maçonnerie, qui est tout en haut, par un énorme moteur. C'était une roue hydraulique qui faisait 5 mètres de diamètre, qu'on actionnait avec de l'eau qu'on faisait rentrer par le sommet de la salle, donc de l'eau du torrent, on faisait tourner cette roue. Cette grande tige, elle actionnait la pompe qui était au fond des puits. Ici, les mineurs se sont enfoncés pendant des années et des années pour suivre le filon d'argent. Et au fur et à mesure, il fallait pomper et faire remonter l'eau. Donc la machine, à la fin de l'exploitation, elle était à la profondeur de 120 mètres en distance inclinée. À cette période, la mine du Fournel est le premier employeur des Hautes-Alpes. 300 à 400 ouvriers travaillent jour et nuit dans cette mine. Parmi eux, plus de la moitié sont des immigrés italiens fuyant la misère de leur pays. Tiens, regarde ici, on voit bien le filon. Tu vois, la roche, quand elle est bien blanche, et le minerai, lui, c'est ce qui est gris. Donc, c'était vraiment pas compliqué pour les mineurs de repérer le minerai de plomb argentifère. Il est gris foncé et il forme une veine. Et ça, donc, c'est du minerai de plomb, c'est assez dense, c'est assez lourd. Par exemple, tiens, je vais te montrer un morceau, là, qu'on a laissé dans cette brouette. Voilà, ça, c'est du minerai riche, et tu vas voir combien ça pèse. Oh, en effet, c'est bien lourd. Ça, Parce qu'il y a un gros pourcentage de plomb, alors. Oui, par exemple, ce bloc, il fait environ 6 kilos. Il contient au moins 3 kilos de minerai pur. Et là-dedans, tu dois avoir à peu près 5 à 6 grammes d'argent. C'est tout. Oui, mais c'est déjà pas mal, parce que tous les jours, il sortait des tonnes de minerais comme ça. Ça représentait chaque jour plusieurs kilos d'argent potentiellement, qui était récupéré lorsqu'il était fondu dans une fonderie à Marseille. Surexploité, le gisement qui aura fourni au total plus de 20 tonnes d'argent va peu à peu s'épuiser. En 1908, le site est finalement abandonné, mais la grande aventure des mines d'argent reste un élément fondamental du développement de la région. Les entrailles de la Terre à la fraîcheur des cimes enneigées. Notre randonnée ne cesse de prendre de la hauteur et de se rapprocher des sommets. Le parc des Écrins, qui s'étend sur 925 km², fut créé en 1973. Au lieu de randonnée et d'alpinisme, il est surplombé par la barre des Écrins, qui culmine à 4101 mètres. Marie Nicolas, gardienne du parc, en connaît tous les chemins. Bon, Marie, tu m'amènes où aujourd'hui? Ah, je t'emmène dans un très beau coin du Parc national des Écrins. Je t'emmène au lac de l'Échaudat. Un lac d'altitude. Oui, un lac glaciaire. Dans ce milieu protégé, les animaux ne sont plus chassés et sont de ce fait moins craintifs. Regarde, elles jouent, là, elles se battent. Oh, c'est trop mimi.
marmottes, mais aussi chamois y sont donc observables dès les premiers beaux jours du printemps. Mais sa réputation, le parc des Écrins la doit essentiellement à son incroyable flore. Regarde, là, il y a des gentianes. Pas encore très ouverte. Je ne sais pas si j'ai un milieu particulier de fleurs que je préfère, mais c'est vrai que les fleurs des éboulis, les fleurs des rochers, c'est quand même fascinant. Moi, ce qui m'époustoufle, toutes ces fleurs, c'est la vie qu'elles mènent, quoi. Voilà, les gentianes, là, dès le début du printemps, il faut qu'elles fleurissent vite, 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 parce que déjà, fin août, il y a les premières neiges. C'est la course à la montre, quoi. Et une vie de plante, on s'en rend pas compte comme ça. Ouais. Bon, le soleil va revenir. Oui, on a peut-être un peu traîné avec les plantes, là. Il faut quand même qu'on y aille pour arriver jusqu'au lac. Il va nous attendre, hein. Il est là depuis des siècles. Oui, il va bien nous attendre encore un peu. Ah, ça y est, voilà le lac. Oh là là, qu'il est beau. Waouh. Oh là là. Ah, c'est toujours aussi beau là. Situé à 2514 mètres d'altitude, le lac de l'Échaudat est un lac glaciaire, c'est-à-dire qu'ils ne font qu'une très courte partie de l'année et généralement pas entièrement. Une particularité qui lui confère une couleur d'un bleu laiteux, apprécié par les peintres et les photographes. Alors, le lac de l'Échaudat, il est alimenté par le glacier qu'on ne voit pas, hein, qui est juste derrière la crête rocheuse, qui s'appelle le glacier de Séguré-Foran, et qui venait bien sûr jusqu'au lac, puisque c'est lui qui a creusé la cuvette auparavant, et qui malheureusement, comme beaucoup de glaciers, recule. Et donc, il est à 2500 mètres d'altitude, ce lac. Et il est bien coincé par son verrou, bien... et puis se sauver. Allez, au revoir le lac. Quitter l'enchantement des berges du lac de l'Échaudat et monter encore. Il nous faut maintenant nous attaquer au géant de ces lieux, la référence, le mythique Mont Blanc. 4809 mètres, plus haut sommet d'Europe, le colosse est un emblème, majestueux et triomphant. Et pour tenter de le gravir, de s'y frotter, c'est un professionnel de la montagne qui nous accompagne sur la voie royale qui y conduit. Pascal Strapazon, je suis natif de la région, de la vallée, et j'ai passé toute mon enfance ici et j'ai toujours plaisir à continuer à parcourir ce merveilleux terrain. Je suis guide de haute montagne à la compagnie des guides de Saint-Gervais-les-Contamines et j'ai terminé ma carrière récemment de secouriste en montagne au sein des sapeurs-pompiers de la Haute-Savoie. Et si toutes les conditions sont réunies, nous pourrons ensemble fouler le sommet et vous pourrez découvrir enfin ce magnifique panorama. Pascal retrouve à Saint-Gervais son ancien professeur d'histoire, Gabriel Grandjacques, maintenant à la retraite. Ensemble, ils vont évoquer un projet fou datant de la fin du 19e siècle, celui de pouvoir emmener des personnes par un moyen mécanisé au sommet du Mont Blanc. Je suis ravi de te retrouver ici 38 ans après. Ça fait une paye, hein. Et d'autant plus ravi qu'on est dans ce train aujourd'hui, et que je crois que tu connais bien l'histoire. Moi, je la connais un petit peu de par mes origines. C'est quand même une sacrée aventure. Hein. Cette possibilité d'accéder en train jusqu'au sommet est vite abandonnée. Mais Henri Duportal, ingénieur en chef des ponts et chaussées, ne s'avoue pas vaincu et va proposer une autre option. Construire une voie de chemin de fer partant du Fayet, à 580 mètres, pour atteindre l'aiguille du Goutet, à 3817 mètres. Cette fois, le projet est validé et dès 1904, les travaux commencent.
10 ans plus tard, en 1913, la station du Nid d'Aigle, à 2372 mètres, est ouverte. La voie s'arrête. Ils n'iront jamais plus haut. Mais du coup, à l'époque, qu'est-ce qu'ils avaient comme moyen pour construire Ben, pas grand-chose. Beaucoup de travail à la main, beaucoup de muscles. Et ils montaient, je crois qu'ils montaient la voie au fur et à mesure, et ils avaient les premières locomotives. C'est les locomotives de chantier. D'accord. Et elles sont restées jusqu'en 56. Parce qu'ils avaient pas... Normalement, le train il devait être électrifié depuis le départ, avec la prise d'eau et l'usine centrale du Fayet. Ouais. Finalement, ce n'est qu'en 1957 que Pierre Nory, directeur du tramway du Mont-Blanc à l'époque, fait électrifier la voie et donne aux 3 nouvelles locomotives les prénoms de ses filles, Marie, Jeanne et Anne. Il a 2 records, le record de la longueur, hein, avec à peu près 12 km. Il a un deuxième record, c'est le plus haut train de France. Ah oui. Et tu sais, moi, l'hiver, je l'ai souvent pris pour monter au ski, ce tramway. Mais t'es pas le seul. Et ça a beaucoup développé Tous les gamins du Fayet ont utilisé. Il a ouvert dès 1920 l'hiver. C'était la première remontée mécanique qui permettait aux gens de Saint-Gervais d'aller faire du ski. Hein, tout le massif de Parion, de Bellevue. Toutes les écoles le mercredi, les lycées, les collèges, les clubs de sport. Il y avait même une petite association, le ski club du Fayet. Je sais plus comment il y aurait. J'y étais, moi. Ah ben, c'est ça. Le tramway du Mont-Blanc, moi je trouve que c'est le bijou de Saint-Gervais. C'est vraiment la fiancée de Saint-Gervais. Et pour les Saint-Gervelins, ici, c'est la princesse. Le TMB, c'est la princesse de Saint-Gervelin. À juste titre. Hein. Ah là, regardez le spectacle, là, quand on arrive au Tuf. Là, l'aiguille du goûter qui se dégage, là, bien assez. C'est juste fantastique, là. Fantastique, cet endroit-là... Terminus, tout le monde descend. Pascal ne pourra désormais compter que sur lui-même pour atteindre le sommet. Et avant d'entamer la dernière ligne droite, la mythique ascension, il s'arrête passer la nuit au refuge du Goûter. À 3835 mètres, l'attend Antoine Ratin, le directeur de ce refuge. Le refuge, c'est un peu un îlot d'humanité dans un environnement qui est hostile. Et on est un peu comme des gardiens de phare. Voilà, c'est-à-dire que entre les refuges, sans arrêt, on se tient au courant de où sont les cordées. Eh oui, voilà. Alors, non seulement sur la voie normale, mais aussi par rapport, on communique beaucoup avec les collègues gardiens qui sont sur les autres versants. Même sur le versant italien, les Gonella. Voilà. Alors, les gendarmes nous demandent les conditions aérologiques souvent. Est-ce qu'on y voit bien ou pas? Quelle est la force du vent, l'orientation du vent? Et du point de vue de la maintenance de cet établissement, donc ce refuge, c'est du boulot aussi. Oui, alors ici, bon, c'est assez connu. Le Goûter, c'est un gros refuge. C'est le plus haut refuge gardé de France, qui appartient à la Fédération française des clubs alpins et de montagne. Et le cœur névralgique, c'est la salle des machines, où c'est quand même assez unique d'avoir autant de technologie. Et si tu veux, on peut aller jeter un œil. Avec plaisir. Voir à quoi ça ressemble. Alors, c'est donc là. Voilà, ici, l'antre du refuge. Wow. C'est un paquebot? Alors presque. C'est presque un paquebot parce que, voilà, ici, c'est la salle des machines. C'est là où tout se joue au niveau technique. Et c'est vrai que, par exemple, cette machine qui est la centrale d'assainissement où toutes les eaux usées convergent, eh bien, on retrouve la même machine dans les bateaux, dans les sous-marins. Voilà. Ce bâtiment, construit à partir de 2010, à côté de l'ancien refuge, a une capacité de 120 places. Conçu sur 4 étages, c'est un véritable concentré de technologie. À cette altitude, il est compliqué d'être autonome. Mais grâce aux panneaux photovoltaïques, il produit environ 50% de son énergie. Le bâtiment est aussi équipé de panneaux solaires thermiques. Toute cette énergie est répartie entre chauffage du bâtiment et fonctionnement du fondoir, une machine qui fait fondre la neige. Et on essaye de tendre vraiment vers le zéro rejet, le moins de rejet possible. Oui, parce que quand on voit déjà les difficultés en plaine pour traiter l'assainissement, on se dit qu'à 3800 mètres, c'est un peu compliqué. Et vu le passage qu'il y a au refuge, la volumétrie de personnes qui passent, ça doit être un réel exercice compliqué, quoi. Oui, et c'est compliqué parce que c'est aléatoire et très variable, parce qu'on a certes 120 lits, et des fois,
on est complet à 118, 120 personnes. Des fois, il y a 10 personnes. Mais quand il fait beau, qu'il y a 120 personnes qui dorment, eh bien dans la journée, il y a 130, 150 personnes voilà. qui vont passer. Eh oui. Voilà. Donc ils utilisent les installations. Bien sûr. Voilà. Et donc, on essaye de faire le mieux possible. Et c'est vraiment collectivement, avec les artisans, les techniciens, la fédération, qu'on essaye de piloter tout ça le plus finement possible. D'accord, bah c'est bien. Voilà. Bravo. Un gros défi. Bravo. Bon, on s'entend pas trop, Allez. on va peut-être aller... Boire un coup. Voilà, exactement. Allez, je te suis. Il est 4 heures du matin. C'est avec Antoine Avenas, lui aussi guide de haute montagne, que Pascal va effectuer l'ascension. Un moment particulier, même pour des alpinistes aguerris. T'es monté il y a longtemps, Pascal? Je suis pas revenu depuis septembre l'année dernière. C'est mon premier cette année. Et toi en fait? Moi, j'ai essayé par les 3 monts, on a buté avant le sommet. Donc, j'ai vu un peu les conditions, et par la voie normale, non, j'ai pas fait cette année encore. Buté à cause de quoi? Du vent. Eh ouais. T'es prêt, c'est bon? Allez. On met en route. La luce. Ah bah regarde, le jour se lève. Impeccable. Avec la lune. Avec une orange d'ailleurs, t'as vu? Ouais. J'avais pas vu. Cool. C'est parti pour 5 heures d'ascension. Sans compter le froid, l'altitude et le manque d'oxygène qui vont compliquer les opérations. Gravi pour la première fois le 7 août 1786 par Jacques Balmat et Michel Gabriel Paccard, le Mont Blanc demeure une ascension à part, un véritable Graal. Ah bah voilà, on est au dôme. Ça va Antoine? Ça va. Bon, on voit un peu mieux la suite, là. Ah bah voilà, là-haut, la crevasse, la fameuse crevasse de l'année. Ça a l'air de se contourner par la gauche. Écoute, on verra, hein. Bon, avec les quelques broches qu'on a, ça devrait faire. On a du matériel. Bon, bah écoute, on y va? Allez, en avant. Depuis cet hiver, des crevasses très importantes sont apparues sur le parcours, sous l'arête des bosses. L'engagement lors de l'ascension doit être total. Passage de ponts de neige, pente extrêmement raide, le terrain change tous les jours. Ah bah voilà, la Brivalo. c'est la Brivalo, ouais. Ça a combien déjà? 4360 par là, 62 non? Un truc comme ça. Ouais. Bah, il a sauvé beaucoup de personnes. Hein. Et il est encore bien d'actualité et bien utile. Toi, tu y vas souvent quand tu passes par là? Non, en général, je m'arrête pas. Sauf si mes clients sont un peu fatigués ou quand c'est la tempête, quoi. S'ils veulent voir un petit peu comment... Si on a le temps, ouais. Ou si c'est la tempête, quoi. En 1890, Joseph Vallot, astronome et géographe, eut l'autorisation de construire un observatoire, à la condition d'y ajouter un refuge pour les alpinistes. C'est le dernier lieu qui peut les protéger et leur sauver la vie. À ce moment-là, il reste encore 2 heures d'ascension pour arriver au sommet. Faut vraiment y aller petit pas par petit pas. Step by step. Cette arête, chaque fois je la trouve différente. Ou longue ou courte. La fin là. Ah bah nous y voilà. C'est aussi beau. Trop bien. On s'en lasse pas, hein. Après plus de 5 heures, Pascal et Antoine arrivent enfin sur le toit de l'Europe. Un endroit magique, où le regard se perd, où le ciel semble se courber. Moi je trouve vraiment que c'est un très très beau sommet.
On est toujours heureux d'arriver ici. Parce que c'est le sommet, parce que c'est le plus haut. Et c'est l'un des plus beaux. Par contre, t'as remarqué comme il évolue quand même. Ouais, chaque année un petit peu. Chaque année un petit peu. Cette année, faut un peu jouer avec la technique. Ça change. Ça change. C'est la montagne qui évolue, c'est la montagne qui bouge, mais c'est le jeu. C'est comme ça. C'est le propre de l'adaptation de l'alpiniste. Donc, il faut laisser à la montagne cette liberté de nous indiquer le chemin. Point final de notre voyage, le majestueux Mont Blanc reste fragile, impacté de plein fouet par les effets du réchauffement climatique. Il est plus que jamais nécessaire de le protéger. Comme toutes ces merveilles de la nature qui l'entourent et se dévoilent à ceux qui y posent le regard, bien au-delà de l'horizon.